Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 17 juillet à la une de l'actualité présidentielle du 7 septembre. Dernière ligne droite avant la clôture des dépôts des dossiers de candidature. S'en suivra la décision de l'ANI, puis les recours et les réponses en cas de refus. La procédure en détail dans quelques instants. Nous irons à la découverte de la nouvelle zone industrielle de Sidi Bel Abbès, compétitive et dynamique. Elle a connu un essor à la faveur de la levée des entraves à l'investissement. Reportage de ce journal. Les capacités du port d'Arzieu en hausse grâce à sa mise à niveau, amélioration et agrandissement dans le but d'en faire un hub pour l'exportation. Le point sur l'évolution des travaux tout à l'heure. Et on vous invite ce soir à un tour au jardin d'essai d'El Hamma avec sa grande diversité et sa végétation luxuriante. C'est une invitation à l'évasion au cœur de la capitale. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, réunion du gouvernement présidée ce mercredi par le Premier ministre Nadel Arbaoui, consacrée à l'étude de 2 projets de décrets exécutifs relatifs aux conditions et modalités d'élaboration et de la mise en œuvre par les assujettis des programmes de prévention interne du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Les modalités également d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent et qui s'inscrivent dans le cadre de l'adaptation du système juridique national aux outils et engagements internationaux y afférents. Le gouvernement a écouté et examiné des exposés sectoriels relatifs à la création de nouveaux lotissements sociaux au niveau des wilayas des Hauts Plateaux et du Sud. Il a écouté également un exposé relatif à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière ainsi qu'un exposé sur les recommandations de la journée d'études relatives à l'investissement agricole au niveau des wilayas du Sud, notamment ce qui concerne les cultures stratégiques. Chargé par le président de la République, Ahmed Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé ce mercredi après-midi à Accra, au Ghana, pour prendre part aux travaux de la 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, prévue le 18 et 19 juillet. Cette réunion ministérielle sera suivie de la tenue du 6e sommet de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. L'ordre du jour des travaux de la réunion ministérielle porte sur l'examen de plusieurs questions financières et administratives liées à la gestion interne de l'Union africaine, les questions afférentes aux partenariats établis par l'organisation continentale avec différents acteurs internationaux, son adhésion au G20, la poursuite de l'activation des mécanismes de l'action africaine commune et la préparation des prochaines échéances au niveau continental et international. Présidentielle du 7 septembre, l'autorité nationale indépendante des élections rappelle aux prétendants à la candidature ayant procédé au retrait des formulaires de souscription de signature individuelle, rappelle que le dernier délai pour le dépôt des déclarations de candidature est fixé au 18 juillet, c'est-à-dire demain à minuit. La déclaration de candidature résulte du dépôt d'une demande d'enregistrement préalable auprès du président de l'ANI par le candidat lui-même contre remise d'un récépissé. La déclaration de candidature doit comporter le nom, prénom, émargement, profession et adresse de l'intéressé, accompagné d'un dossier comportant les pièces contenues dans les articles submentionnés. Un formulaire doit être dûment rempli pour le dépôt des formulaires de souscription des signatures individuelles et envoyé par courrier électronique ou par fax. Et les candidats à la candidature ont donc jusqu'à demain pour déposer leur dossier auprès de l'ANI. S'en suivra la décision de l'autorité, puis les recours et les réponses en cas de refus. Une procédure précise et réglementée par la loi électorale avec des délais distincts, comme nous l'explique Amal Bouarba. Dernière ligne droite pour les prétendants au palais d'Al Mouradia. Ils ne disposent désormais que de quelques heures pour déposer leur dossier de candidature auprès de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI. Conformément aux dispositions de la loi électorale, le dernier délai pour le dépôt des déclarations de candidature est prévu pour ce jeudi 18 juillet
à minuit. Chargée d'étudier les dossiers, l'ANI va notifier sa décision aux candidats dans un délai ne dépassant pas les 7 jours. Il faut retenir que à chaque fois qu'un candidat ayant déposé son dossier, dans un délai de 7 jours, immédiatement, à partir de la date de dépôt bien sûr, l'ANI doit répondre positivement ou négativement. En cas de refus, le candidat a un délai de 48 heures pour déposer un recours et l'ANI a un délai de 24 heures pour y répondre auprès du Conseil de la Cour constitutionnelle. Tout postulant dont le dossier a été rejeté dispose du droit d'introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Celle-ci valide par décision la liste définitive des candidats, y compris les recours. Une fois le tout achevé, la Cour constitutionnelle publie la liste des candidats dans le journal officiel. Il faut dire que les candidats à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain se sont livrés à une véritable course contre la montre pour réunir les formulaires de souscription des signatures. L'ordonnance 2101 du 10 mars 2021 portant sur le régime électoral stipule que les candidats doivent avoir 50 000 signatures à travers 29 wilayas et pas moins de 1200 par wilaya. Ou bien avoir 600 signatures entre les élus du Parlement et locaux et réparties à travers aussi 29 wilayas. La campagne électorale démarre 23 jours avant le début de l'élection présidentielle pour s'achever 3 jours avant le rendez-vous électoral. C'est dans la place à la période de silence électoral et par la suite au scrutin. Et elle s'active justement pour faire valider les signatures individuelles à travers le pays. Les candidats à la magistrature suprême et leurs représentants accélèrent la cadence dans les bureaux de l'ANI, voulant travail d'arrache-pied. Illustration à Mila avec Saïd Belassa et Malika Blel. À la veille de la fin du délai légal pour la collecte des signatures, une dynamique accélérée est observée dans le processus de collecte des signatures pour les prochaines élections présidentielles, comme en témoigne l'exemple de la commune de Tejnent dans la wilaya de Mila. On nous a invités à remplir le formulaire que nous avons complété en utilisant la carte d'identité biométrique et la carte d'électeur. Nous avons ensuite reçu la carte et nous nous sommes rendus avec eux au siège de la commune. Et au niveau du service de certification, nous avons fait certifier le formulaire des signatures et le formulaire a été validé. J'ai retiré et rempli un formulaire. Ensuite, je suis parti à l'APC. Grâce à la numérisation, les procédures sont fluides. Le citoyen est accueilli dans les bureaux de l'autorité électorale et on lui remet le formulaire à faire certifier à la mairie. Une campagne de sensibilisation est menée dans les quartiers sur l'importance des prochaines élections présidentielles. Depuis 3 jours, nous essayons de finaliser toute l'opération de sensibilisation qui consiste à inviter les citoyens à aller voter le jour des élections. Il est à noter que la certification des signatures est effectuée par le système numérique récemment mis en place dans le processus. Ce processus numérique nous a grandement facilité les choses, notamment lors de la recherche des numéros d'enregistrement dans les listes électorales des inscrits. Des actions qui visent à garantir une participation massive et un déroulement réussi des prochaines élections présidentielles. Un volet économie avec tout d'abord la nouvelle zone industrielle de Sidi Bel Abbès qui abrite des usines dans différents segments. Cette zone compétitive a connu une dynamique ces dernières années et a même bénéficié d'une extension. La levée des entraves à l'investissement ayant grandement contribué. Nous dit Raouf Hamouch qui nous présente également ce soir des exemples des produits fabriqués sur place. Un emballage industriel résistant à n'importe quelle charge et à des prix concurrentiels.
mais surtout des produits 100% locaux. Voilà les arguments de taille de cette unité de fabrication d'emballage industriel, située dans la nouvelle zone industrielle de Sidi Bel Abbas. Dans cet environnement propice où règne une forte compétitivité, les investisseurs mettent les bouchées doubles afin d'améliorer leur productivité pour répondre à une demande locale et nationale en constante croissance et aspirent à se positionner sur les marchés internationaux. Nous avons donc des capacités de production de 8000 tonnes an avec nos 2 lignes de production et nous travaillons avec des sociétés algériennes dans le domaine de l'industrie et l'agroalimentaire et l'agriculture aussi. Alors nous envisageons d'exporter une partie de notre production vers les pays de l'Afrique. Nous avons commencé à remettre des échantillons pour homologation chez différents clients. Je peux citer le Niger, la Mauritanie. J'occupe ce poste depuis 5 ans. Ça consiste à faire de la maintenance dans des différents domaines. Donc la maintenance ici, on garantit la maintenance préventive, la maintenance améliorative et la maintenance curative. On cherche toujours le savoir-faire. Ce qui est très intéressant ici, c'est que la politique de l'entreprise investit toujours dans les jeunes, dans le savoir-faire algérien. Les mesures exceptionnelles mises en place par les pouvoirs publics, notamment l'octroi de permis d'exploitation, ont favorisé le démarrage de beaucoup d'entreprises, activant dans des secteurs stratégiques comme celle-ci, spécialisées dans la fabrication et la commercialisation du profilé d'aluminium, largement utilisé dans le bâtiment et l'industrie. Le groupe s'est même doté d'un département pour la recherche et le développement, pour un objectif très clair, être à la pointe des dernières trouvailles dans le secteur. On fait de l'extrusion, du laquage, de l'anodisation et même de la fabrication des accessoires en intégration locale. Donc maintenant, nous sommes une société qui est jeune, on fait notre propre développement. L'avantage que nous sommes en train de former beaucoup de jeunes talents algériens pour la formation et le développement de systèmes de menuiserie aluminium. Donc notre atout sur le marché algérien, ça a débuté avec le fruit du partenariat. Maintenant, on est arrivé à concevoir et de faire le design et la conception de nos propres produits. Donc là, on fabrique des produits 100% algériens et designés en Algérie. Ici, nous sommes au niveau de la cellule de recherche et développement. La recherche et le développement, c'est un élément très essentiel pour la longévité et pour la continuité d'une société. Il faut que vous sachiez aussi que chaque produit a un cycle de vie. Et c'est la raison pour laquelle on doit veiller sur la recherche continue et le développement, aussi pour être à la page et à la veille technologique, on va dire, pour être au besoin et à l'écoute du client. Faciliter l'accès au foncier industriel, un des plus importants volets sur lesquels se penchent les autorités. Pour ce faire, un large programme national de création d'extension de zones d'activité industrielle a été lancé. La grande zone industrielle de Sidi Bel Abbas en est un parfait exemple. Celle-ci a bénéficié d'une importante opération d'extension qui aura coûté la bagatelle de 580 millions de dinars. Effectivement, c'est un projet d'extension de la zone industrielle. Elle s'étend, c'est-à-dire cette superficie s'étend sur plus de 54 hectares. Cette infrastructure importante est susceptible de promouvoir le foncier industriel et va nous aider en tant qu'opérateur principalement chargé de cette zone industrielle d'accompagner davantage nos opérateurs économiques. Une zone industrielle viabilisée. Tous les raccordements aux différents réseaux ont été finalisés. Sidi Bel Abbas ouvre donc grandes ses portes aux investisseurs pour contribuer pleinement à la relance économique nationale, diversifier les revenus économiques et réduire la facture d'importation. La mise à niveau du port d'Arzieu se poursuit. Des améliorations et des agrandissements ont touché plusieurs parties de cette importante infrastructure. Le but, en faire un hub pour l'exportation, produits pétroliers, mais aussi des matières premières hors hydrocarbures et transit. Les capacités du port vont en augmentant au fur et à mesure que les travaux avancent. Nawal Smaïl Falaki, Rina Lerari.
S'étendant sur un linéaire de 22 km, le port d'Arzeu se compose de 3 pôles principaux, Arzeu, Bataïwa et Marsa el-Hadjadj. Ce port occupe la première place dans l'exportation des produits pétroliers à hauteur de 60%. Nous avons entrepris un projet de modernisation du quai afin de faciliter l'exportation de matières premières. Grâce à ces améliorations, plus de 9 millions de tonnes de matières premières ont été déchargées et seront exportées vers les pays européens, d'Amérique du Nord et latine, ainsi que des pays africains via le port d'Arzeu. Le quai actuel permettra le transfert de ces matières premières, principalement en provenance de Garage. De plus, environ 3 millions de tonnes supplémentaires seront exportées à partir de ce nouveau quai. Les travaux d'extension du port d'Arzeu ont permis de transformer cette infrastructure en un véritable hub portuaire. Les travaux d'extension qui couvrent une superficie de 52 hectares ont débuté en mars 2023, comprennent l'achèvement de 4 quais avec une enveloppe financière de 37 milliards de dinars. L'entreprise considère à mobiliser plus de 500 travailleurs et dispose de plus d'une centaine d'unités d'équipement. Une nouvelle installation est également en plein travaux de réalisation pour assurer la réparation et la maintenance des navires à l'échelle locale. Cette installation comprend 3 quais distincts. Le premier pour le transbordement des navires, le deuxième pour la tonte et le troisième dédié au service. Le taux d'avancement des travaux est d'environ 51%. Une fois finalisé, ce projet contribuera à dynamiser davantage les mouvements d'exportation et d'importation de marchandises et à améliorer la qualité des services fournis tout en encourageant la promotion des exportations hors hydrocarbures. Début des essais pour la ligne ferroviaire reliant Alger à Tunis. La partie allant de Soukahras vers la capitale tunisienne a connu un deuxième voyage test en prévision d'une prochaine ouverture. On fait le point sur SST justement avec Noureddine Menabsa et Amina Saïdji. Nous sommes à la gare de Soukahras. Après les procédures douanières, les derniers voyageurs se présentent pour monter dans le train. Direction la Tunisie. Le train de la SNTF qui a reçu le signal de départ pour un deuxième voyage expérimental en vue de la reprise des trajets par train entre l'Algérie et la Tunisie. Félicitations au peuple tunisien et algérien. C'est un acquis que nous devons préserver en tant que citoyens et voyageurs. Ce voyage expérimental nous permet de tester l'opérabilité du matériel roulant et des infrastructures de base de cette ligne ferroviaire. Il y aura un voyage quotidien reliant Alger à Tunis. Le train se compose de 5 wagons, 2 wagons de première classe, 2 wagons économiques et 1 wagon restaurant. La capacité totale de ce train est de 300 places avec toutes les commodités nécessaires pour la sécurité et le confort des passagers. La première halte en territoire tunisien a eu lieu à Ghardima en raison de sa symbolique historique révolutionnaire. C'est un moment historique pour nous. Nous remercions l'État algérien, à sa tête le président Tebboune, mais aussi le président tunisien. Les passagers algériens et tunisiens pourront voyager confortablement. Lors du trajet de retour vers l'Algérie, les cadres de la société tunisienne de chemin de fer ont accompagné leur homologue algérien afin de conclure un accord commercial final. On est en train d'adapter. Nous essayons de tirer profit de nos 2 expériences pour réussir ce nouveau challenge. Ce n'est pas juste un simple voyage et cette ligne n'est qu'un début. Bien sûr, le système de transport ferroviaire transfrontalier devra respecter toutes les conditions de sécurité. À la fin du voyage, les 2 délégations se sont réunies à Annaba pour discuter des détails techniques et commerciaux de cette ligne ferroviaire Alger-Annaba-Tunis, avant la reprise officielle des voyages prévus dans les jours à venir.
La CEAL lance une nouvelle plateforme pour faciliter le paiement électronique des factures et le règlement des dettes. La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger a mis en service la nouvelle version de Faturati 2.0, plus fluide et plus ergonomique à utiliser pour une meilleure expérience client. Explication de Yanis Belkacem. Plus simple, plus rapide, plus intuitive et donc plus efficace. Faturati 2.0 opérationnel à partir d'aujourd'hui est la version améliorée de la plateforme de e-payment de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger. Accessible à travers le site web de la CEAL, elle permet aux clients d'Alger et de Tipaza de régler leurs factures en quelques clics. On a mis en place les recommandations sur la nouvelle version Faturati, donc où les clients, toutes les catégories des clients, sauf les administrations, donc ménage, commerce, industrie et tourisme, peuvent utiliser cette application. Les administrations, comme c'est une relation administrative spéciale, ils ne peuvent pas utiliser cette application. Donc le client peut simplement s'identifier avec son code contrat et son code client présents sur la facture TAO. Les codes ne changent pas. Donc, il suffit de les enregistrer une seule fois et peut les utiliser pendant toute la relation commerciale avec CEAL. La plateforme intègre également une option qui permet aux clients endettés d'ajuster leur règlement selon leur capacité financière dans la limite de 50% des créances. Les clients peuvent payer leurs factures mode échéancier de paiement. Dans le cas où ils ont une créance, ils peuvent payer facilement avec jusqu'à 50% de leur créance. Nous avons enlevé la clé qui apparaît sur les factures. Cette clé qui bloquait vraiment, qui a ralenti le paiement des factures. Mais les clients ont vraiment réclamé sur cette clé qui ne facilitait pas la tâche à nos clients. Le procédé est sécurisé de bout en bout pour la protection des données avec des transactions immédiatement prises en charge. À noter que depuis son installation en 2016, la précédente version a enregistré plus de 600 000 opérations de paiement électronique, un chiffre qui devrait s'accroître avec le lancement de la nouvelle plateforme. Le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont intercepté 16 éléments de soutien au groupe terroriste lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, ont intercepté 57 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 5 taux et 96 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 21 kg de cocaïne et 449 700 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamnalasset, Bojbadi Mourtal et Ingezem, des détachements de l'ANP ont arrêté 24 individus et saisi 26 véhicules, 93 groupes électrogènes, 57 marteaux-piqueurs ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierre, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 11 autres individus ont été interceptés, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 4 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, 10 800 litres de carburant, 59 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation et 104 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 399 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 433 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. L'Algérie appelle la communauté internationale à s'unir pour mettre un terme aux crimes sionistes contre la population de Gaza et à soutenir le peuple palestinien dans sa quête de liberté. Lors de son intervention au débat public trimestriel du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, le représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nassim Gawawi, a soutenu que l'occupation israélienne devait rendre des comptes sur les atrocités commises contre les Palestiniens, déplorant le fait
que la communauté internationale tarde encore à agir. Gawawi a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Algérie au peuple palestinien dans sa lutte pour la création d'un État avec Al-Quds pour capitale. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, soulignant que la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne est une souillure morale pour le monde entier. Guterres a alerté également sur les niveaux élevés de violence en Cisjordanie et Al-Quds Est dans une allocution lue par son chef de cabinet à l'Assemblée générale de l'ONU. Et au 285e jour des attaques sionistes à Gaza, rien n'a changé. Le peuple palestinien subit un nettoyage ethnique au vu et au su du monde entier. Les frappes de l'occupation et ces tirs d'artillerie font des dizaines de victimes palestiniennes quotidiennement. Et les hôpitaux et le personnel de santé également ciblés sont dépassés par l'ampleur du drame. Wissam Abou Zaïd, Yamina Saïdji. Plus de 40 martyrs et une centaine de blessés, c'est le bilan de 2 massacres commis par l'armée d'occupation sioniste en une heure dans le centre et le sud de la bande de Gaza. D'autres massacres ont eu lieu dans différentes zones, augmentant le nombre de martyrs, notamment parmi les enfants, les femmes et les personnes âgées. Les hôpitaux sont complètement saturés. Le manque de personnel et de ressources ne font qu'augmenter la pression, alors que la guerre génocidaire livrée au peuple palestinien est à son 10e mois. Comme vous le constatez, les hôpitaux sont submergés. Mon frère et sa femme sont morts et des enfants sont tués. Pourquoi tout cela ? Dans la ville de Gaza, l'armée d'occupation sioniste a également ciblé une école abritant des déplacés, faisant 23 martyrs et des dizaines de blessés. Cette attaque intervient alors que les autorités sanitaires ont appelé la communauté internationale à sauver le système de santé en apportant le soutien nécessaire pour assurer le fonctionnement des hôpitaux. Lorsque le premier missile s'est abattu sur la cour de l'école, je ne voyais plus rien. Je voulais juste retrouver la vue et voir ma mère une dernière fois. Lorsque le deuxième missile est tombé, les cadavres volaient en éclats. Une scène indescriptible. C'était horrible. Il y avait des flammes et du sang partout. De son côté, le directeur de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Moyen-Orient a déploré le bombardement par les forces d'occupation sionistes de 8 écoles au cours des 10 derniers jours. À Khan Younes, dans le sud de l'enclave, un avion de combat multirôle F-16 a ciblé un immeuble où vivaient des dizaines de familles. L'extraction des corps et la recherche de survivants est quasiment impossible. Dans la bande de Gaza, aucun endroit n'est sûr et chaque Palestinien est une cible potentielle. Retour dans le pays pour parler sport et la conférence de presse ce matin du chef de la délégation algérienne aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Depuis le siège du comité olympique à Benaknoun, Kherdine Barbari est revenu sur la composition de la délégation algérienne. Celle-ci compte 46 athlètes engagés dans des sports individuels. 15 disciplines en tout. Les principales chances de médailles reposent entre autres sur la gymnaste Kylian Namour, la boxeuse Iman Khalif et le coureur Jamal Sedjati. Lors de la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet sur les quais de la Seine à Paris, la judokate algérienne Amina Belkadi et Yassel Mohamed Tahar Tadiki seront les porte-drapeaux de l'Algérie. On vous invite, avant de clore ce journal, un tour au jardin d'essai d'El Hamma avec sa grande diversité et sa végétation luxuriante. C'est une invitation à l'évasion au cœur de la capitale. Il attire petits et grands et c'est un passage obligatoire pour les visiteurs des autres wilayas et même d'ailleurs. Reportage de Saïda Mayouf. Il est à peine 10 h du matin, cette matinée de forte chaleur, que le jardin d'essai d'El Hamma à Alger affiche déjà une affluence remarquable de visiteurs venus des 4 coins du pays en quête de fraîcheur et de sérénité. Avec la chaleur caniculaire qui sévit ces temps-ci à Adrar, j'ai préféré séjourner à Alger avec ma famille et notre lieu de prédilection et ce magnifique jardin botanique avec ses belles découvertes, ses plantes ravissantes et surtout sa fraîcheur inégalée.
On arrive de Mostaganem et on est agréablement surpris de découvrir cet endroit féerique avec toute cette diversité de plantes et d'arbres singuliers venus d'autres continents. C'est tout simplement l'endroit idéal pour apprendre et se détendre. وبلاصه شابه تاني ما شاء الله تاني شغل بعدنا على سخانه سخطونا في الصيف وكاع. Véritable poumon de la capitale avec sa végétation luxuriante, ses milieux lacustres et ses arbres majestueux. Cette futée féerique attire aussi de nombreux ressortissants algériens durant leurs vacances au pays pour une escapade touristique mais également historique. Je viens de Lyon, on a un grand parc, le parc de la Tête d'Or pour ceux qui connaissent, c'est sans commune mesure. C'est sans commune mesure. On est vraiment sur du high level, c'est du haut standing. Voilà, donc j'invite tout le monde, tous ceux qui passent par l'Algérie, par Alger, profitez-en. Le parc du Hamma, c'est vraiment quelque chose à voir. Je viens de Paris, je suis venu hier soir. Et du coup, la première chose que j'ai faite en me réveillant, c'était de visiter le jardin d'essai. On m'en a beaucoup parlé. Et effectivement, il est incroyable. On se croirait en Amazonie. Même à un moment au château de Versailles. Et j'ai fait un voyage en Thaïlande. Je me suis retrouvé aussi à un moment en Thaïlande, dans ce magnifique jardin. Je viens de Amiens, de France. C'est la première fois que je viens visiter le jardin d'essai. Et ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Ça change des routes au soleil en Algérie. Du coup, oui, ça fait plaisir. Alors on lui fait visiter ce beau jardin. Moi j'adore la nature déjà, j'adore les plantes, j'adore le calme, ça me repose. Le jardin d'essai il est fait sur un poumon de la ville de Ruisseau Hadi. Déjà la capitale. Voilà, situé au niveau de la capitale. Où quand les gens ont chaud, ils jouent le jardin d'essai. Ils se retrouvent à l'aise. Complètement immergé dans un environnement en totale rupture avec la ville et ses vacarmes, ce joyau botanique avec sa biodiversité exceptionnelle demeurera à jamais une bouffée d'oxygène pour ses visiteurs, le temps d'une virée, procurant un air d'évasion au milieu de cette verdure on ne peut plus apaisante. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.